Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour l'émission Le monde d'à peu près. Toujours avec mes chroniqueurs habituels, Nicolas et Ludovic, bonjour à vous. Bonjour. 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 Voilà, ils nous ont déjà dit bonjour avant que je les présente. On va dire, les éditions Flatlux sont parmi nous aujourd'hui, accompagnés de Salim Lahibi, qui nous a dit bonjour, et de Lotfi Hadjet, philosophe, qui est édité aussi chez les éditions Flatlux. Merci à vous d'être là. On est ravis de vous accueillir dans notre studio à Bruxelles. Et je pense qu'autour de la table, on a quelqu'un qui a vraiment envie de poser une question, qui est Ludovic. Je t'en prie, commence. Et puis on continuera la discussion entre nous. Les classiques, elle s'adresse d'abord à Salim Lahibi. Dans La faillite du monde moderne, vous dites, je pense, que le déclenchement de votre questionnement sur le mensonge intégral dans lequel on vit a été les attentats du 11 septembre. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez identifié des signes avant-coureurs de ce questionnement dans votre expérience antérieure ? Parce qu'il y a un terrain préparé, je suppose, psychologiquement. Déjà, merci infiniment pour cette invitation. Et bonjour à tout votre public. Et en fait, moi, je suis d'origine algérienne. Donc nous, en tant que peuple, on sait que les gouvernants sont des menteurs, des manipulateurs, des voleurs, des drogués, des alcooliques, tout ce que vous voudrez comme défaut. Et c'est pour ça que le monde va mal, parce qu'on est gouverné par des fous, par des ratés. Et on sait que le mensonge existe, quoi. Enfin, on sait que c'est le mensonge d'État, il n'y a que ça de vrai. Après, ça se confirmera ensuite avec nos lectures. On se rendra compte que les plus grands penseurs ont dit la même chose. Nietzsche... Voilà, c'est d'une évidence. Il n'y a qu'en France, ou en Occident, on va dire en général, où les peuples pensent que l'État est bienfaiteur, c'est le papa qui gouverne, qui veut le bien. En bon père de famille, j'adore les contrats dans les contrats de remplacement des dentistes, on signe, il y a une genre de phrase comme ça magique qui dit « je vais gérer le cabinet en bon père de famille ». Je ne sais pas si ça va passer ça aujourd'hui avec le transgenrisme, tout ça. C'est terminé, tout ça, il va falloir l'effacer cette phrase. Mais bon, donc on le sait, on est en tant qu'Algérien aussi, il y a la Palestine. Donc comment on a fait pour transformer un peuple meurtri en méchant, ça c'est une évidence pour nous. Mais bon, après quand on voit que les gouvernements occidentaux massacrent leur propre peuple, là, c'est déstabilisant. Là, ça fait vraiment peur. Mais après quelques recherches, on remarque qu'ils font ça. Les Américains, ça fait des décennies qu'ils testent des trucs sur leur peuple. Ils leur ont balancé des choses par avion, le LSD. Ils l'ont même fait en France, à Pont-Saint-Esprit. Ils ont balancé du LSD. Après, ils ont dit que c'était de l'ergot de seigle, la blague de l'année. Les gens se jetaient par les fenêtres. Ils se prenaient pour des oiseaux, pour des dragons. Ils se suicidaient. C'est extraordinaire ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit. Et les Américains ont balancé des maladies infectieuses dans les métros. Tout ça, c'est dans les rapports officiels. Hein. C'est connu, reconnu, il n'y a aucun souci. Donc à partir de là, on se réveille à la réalité de ce monde. Elle n'est pas rigolote. Les paradigmes s'effondrent. Mais on est obligé de se réveiller. On est des adultes quand même. On est des adultes. C'est fini l'enfance. J'ai passé une enfance merveilleuse. J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup amusé, j'ai eu tout ce que je voulais, j'étais bien. Maintenant, je passe à l'âge adulte, ça y est quoi, il faut arrêter de vivre dans ce genre de... C'est beau, c'est beau de croire que... Je sais pas, Sarkozy, il a dirigé la France pendant 5 ans, c'est un voyou. C'est un voyou qui a été condamné par la justice. Pour moins que ça, les petits jeunes des cités, on les traite de racailles. Donc, je suis désolé, Sarkozy est une racaille. Donc il a pris 1 année de prison ferme en appel. Là, on attend d'autres affaires. Il a plein d'autres affaires sur le dos. Sarkozy, un délinquant, a dirigé la France pendant 5 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris de l'argent de Kadhafi pour financer son élection. Il a dépassé très largement les plafonds des élections, pendant que des petits candidats tournent à 500 000 euros, lui il a 20, 30, 40 millions d'euros, l'affaire Big Malian. L'histoire catastrophique des Paul Bismuth
avec des faux comptes, des faux abonnements téléphoniques où il se fait appeler Paul Bismuth, où il demande à un procureur des services pour le placer à Monaco. Il a été condamné pour ça. Et d'autres, il y en a plein d'autres affaires. Donc on est dirigé par des délinquants. Donc ça, c'est une réalité. Soit vous l'acceptez et vous essayez d'arranger les choses, parce que le but c'est ça, c'est d'arranger les choses, c'est pas juste de les critiquer. Soit vous l'acceptez pas et vous continuez à vivre dans votre bulle, et puis pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut, au final. D'accord. Et je voudrais renvoyer la même question à Lotfi, Oui, à Jet. donc la question c'était, est-ce que le 11 septembre a été un déclencheur Alors quel a été le déclencheur dans votre histoire du doute de la réalité, disons, contemporaine, disons, oui. de la réalité pragmatique? Oui. C'est vrai que le 11 septembre a été un sacré déclencheur dans la comment dire, l'idée qu'il y a une espèce de plan machiavélique des élites, etc. Ça, c'est le 11 septembre. Avant le 11 septembre, effectivement, on se doutait que la classe politique était extrêmement corrompue, qu'elle était criminelle, etc. Évidemment, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2001, donc, ça a été des guerres terribles, des trahisons. Enfin, on n'était pas dupes que l'État ne nous voulait pas du bien. Ça, on n'en était pas dupes. Mais pour moi, effectivement, le 11 septembre, ça a été un déclencheur. J'ai compris que le complot était bien plus grand que ce que je pensais. Et donc, oui, ça a ouvert des perspectives de réflexion chez moi. Et donc, j'ai enquêté sur ces élites-là qui ont un plan, un grand plan pour l'humanité, contre l'humanité. Et effectivement, mes recherches ont commencé à partir du 11 septembre sur Israël, la version non officielle du 11 septembre impliquait les services secrets israéliens, en plus des services secrets américains. Et donc, forcément, j'ai enquêté sur tout ça, je me suis posé des questions sur l'étymologie d'Israël, même. J'ai vraiment creusé. Et donc, petit à petit, voilà, je suis arrivé à ce que je développe dans le livre Les Ennemis de l'Humanité, cette histoire du nom d'Israël qui serait aussi le nom de Caïn, et que ces deux personnes seraient la même personne. Donc, tout ce cheminement, effectivement, a été un petit peu déclenché par le 11 septembre. C'est vrai. Donc, ça me fait rebondir parce que, premièrement, est-ce qu'on se trompe pas en parlant de complot? Parce que finalement, ces plans, ils sont annoncés, on sait les lire. Qui veut lire, sait lire et peut les comprendre. Et pour moi, un complot, c'est quelque chose qui est caché. Donc, à la limite, à partir du moment où on spécule, on est dans le complot. Mais là, est-ce qu'on est encore dans le complot, étant donné que finalement, les documents, ils sont là? C'était juste une remarque. Et ça me permet de rebondir aussi sur le fait que Salim a écrit La faillite du monde moderne. C'était son premier ouvrage, si je ne me trompe pas. Et il faisait suite, notamment, aux lectures de Guénon, et dans la crise du monde moderne, que j'ai aussi lu. Et c'est vrai qu'à la lecture de Guénon, qui se livre à 100 ans, il me semble, on est dans l'actualité la plus... ce qu'il dit il y a 100 ans est vérifiable aujourd'hui. Donc c'est là qu'on est obligé de se poser des questions et changer de paradigme à travers la lecture de Guénon, en disant que finalement, qu'est-ce qui amène Guénon il y a 100 ans à comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la tradition. Donc j'aimerais vous poser la question à chacun. Est-ce que la lecture de Guénon vous a aussi ouvert un changement de paradigme? Et je pense que Nicolas veut aussi ajouter. Oui, je voulais juste dire, il faudrait préciser qui était René Guénon, ce serait important pour les gens qui nous écoutent. René Guénon est un traditionnaliste qui a écrit sur la tradition primordiale de nombreux ouvrages qui revient justement sur ces concepts spirituels et même métaphysiques des origines, on va dire, de la vie, du vivant, etc. Donc c'est vraiment le paradigme du point commun à toutes les civilisations, en fait. Voilà. Mais voilà, je vais avoir votre avis sur la lecture de Guénon. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et aujourd'hui, où vous en êtes par rapport à ce grand traditionnaliste? Moi, je voulais juste dire un truc sur le complot. Oui. La définition du complot, selon Anthony Cyril Sutton, elle est très simple. Il faut que ça soit secret, illégal,
Et les gens qui complotent ont les moyens. Sinon, c'est une discussion de trottoir, ça n'a pas de sens. Donc, c'est illégal ce qu'ils font. Les gens ont les moyens, mais ce n'est plus secret, donc ce n'est plus un complot. Ajoutant à cela qu'aux États-Unis, c'est une accusation au tribunal. Conspiracy, c'est une accusation très, très commune au tribunal. On complote contre les intérêts de l'État. Les complots, il y en a toujours, partout, dans les entreprises, dans les familles, pour les héritages. Il y a des complots partout, sauf à la tête de l'État. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu en justice, je l'ai dit, je le répète à chaque fois, en France, les opérateurs de téléphonie ont comploté pour maintenir les prix des SMS très élevés pendant très longtemps. Ils se sont gavés d'argent et jusqu'au jour où ils ont été condamnés par la justice. Donc ils ont comploté dans de très beaux hôtels, restaurants parisiens et ils se sont mis d'accord sur les tarifs. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas au niveau de ces grandes industries. Il n'y a pas que la téléphonie. Donc les complots, ça existe depuis toujours. Et cette accusation de complotisme démontre à quel point les médias et la population qui y croit est tous sont d'une très profonde stupidité, ignorance, imbécilité à un niveau jamais égalé. C'est-à-dire on n'est même pas dans la naïveté, on est dans la bêtise crasse. C'est horrible d'être aussi stupide. Parce que pendant ce temps, les gens continuent de comploter et de vous piller. Voilà, donc ça, le complot, c'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant, l'accusation de complotiste, elle terrorisait tout le monde. Maintenant, le professeur Perron, il le dit, il dit « Ouais, je suis complotiste, il n'y a pas de problème ». Les gens, ils assument, ils n'ont plus peur parce qu'ils l'ont trop utilisé. C'est un genre de sifflet final du match de foot, là. Chut, complotiste, c'est bon, on arrête de parler, on discute plus, on n'argumente plus rien. On ne peut plus rien dire après cette accusation de complot. Alors que c'est complètement stupide. J'ai écrit un livre, L'Algérie de la théorie à la pratique du complot. L'Algérie, c'est un complot. Voilà, toute l'Algérie est un complot. Ils ont bousillé son économie, son peuple, sa santé, son éducation. C'est des militaires, une junte militaire voilà, avec la complicité de l'Élysée. Enfin, qui ne sait pas ça en fait? C'est ça la question. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que c'est les banques qui dirigent le monde? Il faut être sérieux à un moment donné. Qui ne sait pas que ce sont les banques qui dirigent le monde? Qui croit que ce sont les politiciens qui dirigent le monde? Faut quand même. C'est une banalité pour moi tout ça. Oui, mais pardon, juste une précision, petite sur le 11 septembre, la version officielle est un complot. Tout à fait, très juste. Voilà. Mais c'est un complot halal, légal. C'est un barbu. Non, mais Oui, voilà. mais on ne dit jamais ce mot, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Un complot avec des cutters dans des grottes en Afghanistan. Non, mais les complots, même si on regarde la Première, la Seconde Guerre mondiale, c'est des complots. L'assassinat à Sarajevo je ne sais plus. Ça s'appelle un complot. C'est là où c'est présenté comme un acte isolé, non? Dans la version officielle qu'on apprend à l'école, c'est comme Harvey Oswald. C'est ce qui déclenche la guerre, finalement. Donc. Non, mais dans l'époque que nous vivons maintenant, les gens qui pensent qu'il y a magouille, c'est pas des complotistes, c'est des agendatistes, on peut dire. C'est un terme qui me convient vieux personnellement. En fait, je pense qu'il faut distinguer les complots contextuels dans les crises politiques. Donc ça remonte à la Rome antique, bref, Brutus, etc. Donc ça, c'est des complots politiques contextuels. Voilà. À chaque époque, dans chaque lieu, il y a eu des complots politiques, etc. Mais là, on ne parle pas de la même chose, en fait. Quand on parle de René Guénon, etc., il s'agit d'un complot métaphysique contre la tradition. Voilà, c'est ça, ce complot. Et ce complot remonte... Alors, évidemment, là, on va parler de tradition primordiale, mais ce complot remonte au début de l'humanité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce complot millénaire qui est en train de se matérialiser, qui est en train de réussir. Ça, c'est ma vision des choses, mais je prétends qu'il y a un complot métaphysique contre la tradition primordiale. Voilà. Et c'est ce complot que René Guénon a peut-être mis en évidence. Et effectivement, moi je pense que si on veut aller jusqu'au fond des choses, il y avait une tradition primordiale, comme tu l'as évoqué, et cette tradition primordiale, eh bien, il y a eu un mouvement de rébellion, on peut dire ça comme ça, contre cette tradition primordiale. Voilà. Et ce mouvement de rébellion a initié en quelque sorte ce complot métaphysique. Et donc,
Et il s'agit de savoir maintenant, parce qu'on disait tout à l'heure que le complot, c'est forcément caché, c'est forcément secret. Justement, il y a une idéologie cachée, une idéologie secrète. Il est là, le complot. Okay. Tu disais tout à l'heure qu'ils font ça ouvertement. Mais l'idéologie, ils ne la disent jamais. Leur idéologie profonde. C'est cette idéologie que je me suis échiné à trouver pendant des années. Pour moi, il faut creuser les sectes gnostiques, par exemple, la gnose, la Kabbale juive, la franc-maçonnerie, et creuser l'idéologie profonde de ces sociétés discrètes, secrètes, peu importe. Mais pour moi, le complot, en fait, il est dans l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'il y a la façade idéologique, hein, donc c'est très bien, mais derrière cette façade idéologique, il y a une idéologie qui n'est pas dite. Et précisément, le secret du complot, il est là. Il est dans cette idéologie que les personnes ordinaires ne voient pas. On peut dire qu'elle est réservée à des initiés. Voilà, elle est réservée à ceux qui font un travail ésotérique et qui arrivent à... Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et je prends par exemple... moi, mon point de vue, c'est de dire par exemple que dans la Kabbale juive, il y a une façade monothéiste, donc judaïsme monothéiste, pardon. Et derrière, il y a une idéologie gnostique. Voilà. Eh bien, j'ai été ravi d'apprendre que Gershom Scholem, le plus grand spécialiste de la Kabbale juive, dit exactement la même chose. Il dit la Kabbale juive, ce n'est pas du judaïsme. C'est quelques éléments judaïques, mais c'est truffé d'éléments gnostiques étrangers au judaïsme. Pardon, il faudrait Selon peut-être préciser pour les auditeurs simplement ce que c'est que la gnose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien, la gnose est apparue après la chute de Jérusalem. Donc on dit que le premier gnostique, c'était Simon le magicien. Simon le magicien, le premier gnostique, qui était donc un juif de Samarie, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, ensuite, il y a eu la gnose s'est répandue dans la région. Donc, il y a eu les premières sectes gnostiques, les toutes premières, référencées par Irénée de Lyon, dans son bouquin colossal qui s'appelle « Contre les hérésies ». Et donc, il a référencé toutes les sectes gnostiques de la région. Entre le IIe siècle, enfin, ça a été à peu près daté au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, il y avait pas mal de sectes, donc les Ophites, par exemple, les Ophites, les Caïnites. Et donc j'ai étudié toutes ces sectes, leur idéologie, etc. Et effectivement, c'est un travail colossal d'arriver à creuser derrière pour arriver à restituer l'idéologie réelle de ces sectes. Mais on peut dire, pardon, simplement ce que ça veut dire la gnose, l'idée de gnose. Est-ce qu'on peut le résumer en quelques mots ? La gnose, c'est la connaissance. Donc la libération par la connaissance, par la science. Et donc là, évidemment, on pense à l'arbre de la science, à la promesse biblique, l'arbre de la science, l'arbre de vie, l'arbre de science. Tout s'articule. Hein. Donc la gnose, c'est, en tout cas dans ces sectes gnostiques, la gnose, c'est la connaissance du serpent. Hein. La connaissance du serpent, la connaissance qui va nous libérer, la connaissance qui va libérer notre âme, etc. Donc voilà l'idéologie de la gnose à ses débuts. Donc la connaissance du serpent plutôt que la foi en Dieu. Voilà. L'arbre de la science plutôt que l'arbre de vie. Voilà. Et donc, c'est la Kabbale juive, c'est ça. C'est le même serpent qui tente Ève. C'est le serpent biblique. C'est-à-dire que chez les Ophites, par exemple, les Ophites, c'est cette secte gnostique, par exemple. Alors, Ophis, ça vient de office. Et office en grec veut dire serpent. Donc, c'est quand même très clair, c'est une gnose qui pose que la connaissance du serpent est celle qui va libérer l'humanité. Voilà. Donc et donc ce serpent, c'est le serpent biblique. Bien sûr, c'est le serpent biblique. Voilà. Donc c'est très clair. Et Irénée de Lyon, c'est quand même grâce à lui qu'on a enfin, il a pris ces informations, etc. Et donc, alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que les Caïnites, par exemple, leur livre, c'était l'évangile de Judas. Judas l'Iscariote.
hein, pas Judas, fils de Jacob. Donc l'évangile de Judas, c'est quand même très significatif. Hein. L'évangile du traître, bon, bref. Voilà, donc c'est ça la gnose. Donc c'est la connaissance du serpent qui libère l'humanité contre le Dieu vengeur, le Dieu cruel des monothéistes, le Dieu, voilà. C'est ça la gnose. Alors j'aimerais revenir sur le complot, et, parce que il y a quand même des excès. Il y a des excès parce qu'il y a des gens qui pensent que tout est complot aussi, et ça, c'est dangereux parce que ça discrédite toute réflexion. Parce que souvent, il n'y a pas de complot. Il y a un événement naturel, réel. Les autorités vont profiter vont instrumentaliser cet événement pour avancer leur pion. Mais ce n'est pas un complot, c'est une politique. Parce que l'assassinat du jeune Naël, par exemple, c'est pas un complot. On lui a pas dit va le tuer pour qu'on fasse ceci. Non, je dis ça. Enfin, c'est vraiment un exemple comme un autre. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui voient des complots partout. Il y a un excès dans cette complotite qui peut porter à préjudice, vraiment, hein, qui peut discréditer tout le truc. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même amener des preuves. Et on les a, les preuves. Il y a des documents, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, concernant la gnose, c'est très simple. Hein. C'est très, très simple. C'est du pur satanisme qui consiste à inverser tout. C'est-à-dire que Dieu, le créateur, l'unique, c'est le méchant, et Satan, c'est le gentil. Et Satan, c'est la discussion qu'il a eue avec Ève. Hein. C'est, je vais vous libérer, vous n'êtes pas que des humains mortels, vous n'êtes pas que des ignorants, vous allez voir, je vais vous donner du pouvoir. Après, il est bassiné avec l'immortalité, c'est tous les délires aujourd'hui de transhumanisme, on y est, on est dedans. Hein. Vous serez super intelligent, tous les délires de l'intelligence artificielle, la puce dans le cerveau, c'est toutes ces sataneries, ces bêtises, ces bivesées. Et c'est ça la gnose. La gnose, c'est mais quoi ? Mais votre Dieu, c'est un Dieu méchant, vengeur. Regardez, il y a l'enfer. Regardez les enfants. Ce discours, il marche trop bien. Surtout, il vous interdit la connaissance. C'est ce qui est totalement faux. Et ça, hein. c'est faux, parce que il y a la connaissance empirique et il y a la connaissance spirituelle. Donc, la connaissance empirique, est-ce qu'elle nous libère vraiment ? Je ne suis pas persuadé. Et donc, il y a la connaissance spirituelle qui, elle, élève l'âme et l'éclaire. Donc j'ai une remarque. Donc s'il y a finalement une tradition primordiale, il y a une contre-tradition primordiale aussi entre guillemets, dans le sens où c'est la contre-tradition primordiale serait en fait toutes ces sectes, que ce soit agnostique, la Kabbale juive, la franc-maçonnerie, etc. Tous ont en commun la volonté du prince de ce monde, qu'est Satan. On est d'accord ? Ben, c'est la contre-initiation dont parle René Guénon. Déjà, j'aimerais aussi définir la tradition primordiale. Tradition primordiale, selon René Guénon, c'est très simple. C'est l'humanité, elle est unique, donc Adam et Ève, et après la multiplication des humains sur Terre, ils se sont éparpillés partout, et comme par hasard, ils ont tous la même symbolique, les mêmes légendes, les mêmes divinités. En fait, c'était des prophètes, ils ont tous la même histoire, avec les mêmes. Ce qui est choquant, c'est la symbolique. Hein, le cercle, le point, l'axe central, l'unité, tous, c'est impressionnant. De Vancouver, au sud au Cap de Bonne-Espérance, à Tokyo, le Valhalla, les Scandinaves, partout. Et sur des milliers d'années, bien entendu. Et on ne peut pas, c'est impossible de dire que c'est dû au hasard. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et René Guénon l'explique parfaitement dans de nombreux ouvrages, hein, le symbolisme de la croix, et ça va beaucoup plus loin que la crucifixion quand même, hein, beaucoup plus loin. Hein, l'axe central, unique, qui monte au ciel, avec les différents niveaux de l'existence, l'élévation de l'âme humaine. Donc quand la barre elle est en dessous, c'est le satanisme, c'est les bas instincts, hein, la sexualité, l'argent, l'ego. Et quand l'être humain s'élève, il monte, et c'est ça. Normalement, c'est le travail qu'il doit effectuer. Donc la tradition primordiale, c'est ça. C'est qu'on est tous pareils, on cherche tous à s'élever à la connaissance du Créateur parce que c'est notre fonction, hein, et ça serait bien de le faire pendant qu'on est vivant et en bonne santé, pas juste quand on va mourir,
ou quand on perd un être cher, on se dit pourquoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, le Dieu vengeur, le Dieu méchant qui tue les enfants. Vous voyez, c'est ça qu'ils disent les gnostiques, c'est les satanistes. Ils disent, ouais, regardez, le bon Dieu, il permet la pédophilie. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais c'est Marc Dutroux, c'est lui qui a décidé de violer des enfants. Qu'est-ce qu'il a à voir, le bon Dieu, là-dedans? Pourquoi la police, elle l'a pas arrêté? Pourquoi ils sont tous complices? Pourquoi il est toujours en prison? Pourquoi ce type, Enfin, il y a des choses... Tiens, je parle de Marc Dutroux, on est en Belgique. Tiens, j'ai cité ça sans faire exprès. Mais bon, il y a de la pédophilie absolument partout dans le monde entier. C'est pas le bon Dieu qui fait ça, c'est les êtres humains. Et de surcroît, la mort dans le paradigme religieux, ça n'existe pas. C'est juste un passage d'un état à un autre. Ça n'existe pas, la mort comme fin de toute chose dans le paradigme spirituel. Donc la mort, c'est rien du tout. C'est en plus, la vie terrestre, c'est un point, c'est même pas un point, c'est même pas une graine dans la chronologie de l'existence, puisque d'ailleurs il n'y a plus de chronologie, puisqu'après on plonge dans l'éternité, donc il n'y a plus le temps. Donc tout ce qu'on vit ici, c'est quoi? C'est juste une expérience en fait, qui est d'ailleurs ultra intéressante dans tous ses aspects, hein, la rencontre avec les hommes, les femmes, les animaux, la nature, tout, le soleil, les astres, ceux qui ont des enfants aussi découvrent tout un autre monde dans la croissance des enfants, comment ils apprennent. Enfin, il y a quelque chose, tout est intéressant sur cette basse terre, mais on n'est pas là juste pour accumuler des richesses, c'est pas sérieux. C'est complètement fou de penser ça. Ça voudrait dire qu'on est à même pas 0,1% de nos capacités. C'est terrible. C'est comme si tu avais un château et tu vis que dans une chambre de 9 mètres carrés. Ben, va visiter tout le reste, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a le jardin, il y a les arbres fruitiers, il y a les animaux, il y a le potager. Il y a tellement de choses. Et toi, tu es limité dans les toilettes. Pour toi, c'est ça ton monde. C'est horrible. Tu avais dit tout à l'heure que quelle est la caractéristique métaphysique de la gnose. Je pense avoir trouvé, mais bon, très modestement, je dirais que chez les monothéistes, en tout cas dans la tradition primordiale, c'est la vie qui est première. Voilà, la vie est première, la vie divine, hein, la vie divine est première, et tout le reste suit. Donc l'être, etc., etc. Donc chez les gnostiques, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, on a le chaos, donc la matière primordiale chaotique. Et ça, on le voit dans toutes les anciennes mythologies sumériennes, etc. On le voit même dans la Kabbale juive. Le départ, c'est le néant, voilà, c'est le néant total. Alors, dans la Kabbale juive, c'est l'Ein. Et Ein, vous savez ce que ça veut dire, Ein? Donc, c'est la réalité primordiale, c'est sans, S-A-N-S. Juste ça, sans. Donc, la réalité primordiale, c'est sans. Donc, sans être, sans vie, sans unité, sans rien. C'est quand même très particulier. Hein. Donc la gnose, c'est ça. C'est le départ, c'est le néant. Donc il n'y a pas de Dieu au départ. C'est le même Ein que dans Ein Sof. Oui. Après, et Sof, voilà, ça veut dire. Alors voilà. Donc au départ, c'est Ein. Donc sans. On peut rien dire, quoi. C'est l'indiscernement total. On ne peut rien dire sans. Voilà. Et après. Ein Sof, donc. Ein Sof, c'est Ein qui se dilate. Voilà. L'Ein se dilate, l'Ein devient infini. Voilà. Et ensuite, il y a Ein Sof Or. La lumière arrive. Or, c'est la lumière. Donc, la lumière infinie. Voilà. La lumière sans limite. Et donc, la gnose, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas la vie. Au départ, on a le néant. On a la béance. Voilà, la béance. Et donc, c'est cette béance. De cette béance va surgir la lumière, donc Ein Sof Or, va surgir les esprits, etc. Et les gnostiques vous disent que l'esprit suprême est sorti du néant, finalement. Hein. L'esprit suprême est sorti du néant. Bon, voilà. Et ensuite, de cet esprit suprême, on a des divinités secondaires. Et le dieu des monothéistes, c'est une divinité secondaire, selon les gnostiques. Exactement. Une divinité secondaire qui est imparfaite, qui est mauvaise, qui est cruelle, qui est méchante, etc.
divinité secondaire qu'ils appellent le démiurge. Voilà, le démiurge. Et donc voilà le point de vue des gnostiques. Le point de vue de la tradition primordiale, c'est donc l'inverse, c'est de placer la vie avant tout, avant l'être, avant l'unité, avant tout ce que vous voulez, avant la nature, avant la matière, avant le temps, avant l'espace, etc. Donc la vie divine, c'est la réalité primordiale. Voilà. Je voulais rajouter concernant la franc-maçonnerie et la Kabbale, parce qu'il y en a, ils vont se dire, c'est quoi le rapport ? Il est très simple. Les loges, c'est le temple de Salomon. On est d'accord jusque-là. Donc ils le disent, le temple de Salomon, toute l'architecture, la symbolique du temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'était un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire ? Jacquine, Boaz, Lorient, qu'est-ce qu'il fout là ? Tu as envie de te réunir pour faire de la philosophie, fais-t'en délire, mais pourquoi tu prends tout ça dans la religion ? Et après tu dis que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand en 1870 la maçonnerie nous explique que Dieu n'existe pas, elle le dit dans le temple de Salomon. Il faut être fou, c'est de la psychiatrie, ça relève de la psychiatrie. Et après, le passage, les mots-clés qu'ils utilisent viennent de la Kabbale. Chevalier Kadosh, c'est quoi ? Et les mots de passe qu'ils utilisent pour les initiations, c'est de la Kabbale. Donc c'est même pas caché, c'est écrit dans plein de livres, des milliers de livres. Donc bon, c'est un secret pour personne. Deuxièmement, il y a quelque chose qui fonctionne super bien pour ce délire gnostique, etc. Pourquoi ça marche ? Enfin, ça marche pas tant que ça. J'ai pas vu des églises ou des mosquées avec des milliers de... C'est très minoritaire, c'est les élites en fait. C'est le truc l'astuce le secret de la création. Viens, je te raconte, toi, tu es intelligent, toi, tu fais pas partie de la masse, tu es l'élite, viens, je vais te raconter le secret le mieux caché de la création, et ce qui va te donner accès, bien sûr, au pouvoir. Et c'est la réalité. C'est l'ego, c'est flatter l'ego. C'est l'ego. C'est flatter l'ego. L'orgueil. L'orgueil, le pire ennemi de l'homme. Absolument. C'est encore une fois exactement l'inverse c'est le symbolisme de la croix. C'est exactement l'inverse de ce que doit faire un parent que d'élever l'âme. Qui voit son fils ou sa fille grandir. C'est la première des choses qu'il leur apprend. C'est attention à l'ego. Attention à l'ego. L'ego, c'est ton pire ennemi. Il va te mener au casse-pipe, vraiment. Parce que ça te fait prendre des mauvaises décisions, perdre un temps fou, etc. Cette astuce, c'est l'astuce de toutes les sectes. Faire croire que tu es unique. C'est l'astuce du commerce, du business. Tu es unique, tu mérites ce smartphone, tu mérites ce truc, cet habit, alors qu'ils ont tous le même. C'est assez rigolo. Parce que je le vaux bien. Parce qu'il le... tu l'as dit, c'est exactement ça, la phrase magique. Et ça marchera toujours. Parce que je rappelle quand même que l'ego, c'est le moteur de l'humanité. Ce qui nous fait lever le matin, c'est ce qui nous fait... Mais le bon ego, celui que tu domptes, c'est lui qui ne te fait pas mettre la main pour faire l'aumône. Parce que tu dis non, j'ai ma dignité, il faut que je sois debout, que je sois un exemple, etc. Mais le bon... Justement, c'est très intéressant parce que il faut savoir que dans l'arbre des séphirotes, donc là j'ai parlé de Kabbale juive, il y a l'arbre des séphirotes. Donc les séphirotes, on dit que c'est l'équivalent des chakras, mais j'en suis pas persuadé. Donc tu as des centres énergétiques qu'on appelle séphira, une séphira, des séphirotes. Et le centre de toutes ces séphirotes, c'est Tiferet. Et Tiferet, c'est la séphira de quoi ? C'est la séphira du nombril, c'est la séphira de l'ego. Et donc tu as l'ego au centre de toutes ces séphirotes, qui rayonnent comme un soleil. C'est exactement ça. Regardez un schéma de l'arbre des séphirotes. Tiferet, donc le nombril, l'ego, est au centre de toutes les séphirotes et rayonne comme un soleil. C'est la libération par l'ego. Exactement. La libération de l'ego, par l'ego, pour l'ego. La libération par les barres de la prison, par la prison. Tu t'emprisonnes dans ton ego et ils appellent ça une libération, c'est fou. C'est incroyable que ça soit aussi clair, aussi explicite. Il y a
pour revenir à la notion de complot, à la notion de société secrète et autres, il y a aussi une... Donc on le sait dans les textes, on va dire dans les textes sacrés tels que le Coran, la Bible, Satan refuse de se prosterner devant Adam et Ève, qui considèrent comme des créatures inférieures, et il promet la promesse qu'il fait à Dieu, c'est je les emmènerai avec moi en enfer. Donc le défi. Oui, le défi. Et Dieu l'accepte, sachant que Satan sait qu'il est condamné. Or, on remarque que dans ces sphères, il y a plutôt un esprit, je dirais, luciférien. C'est-à-dire que eux, à travers la connaissance, ils vont devenir des dieux vivants. Donc il y a quand même une dichotomie entre les lucifériens et les satanistes, parce que les satanistes savent qu'ils sont voués à l'échec. Les lucifériens se contentent dans la possibilité de défier Dieu et de devenir même Dieu. Oui, c'est pire. J'aimerais bien avoir vos opinions par rapport à... Ce sont des porteurs de lumière, voilà, je te rappelle. des porteurs de lumière. C'est vrai, enfin, oui, on pourrait faire cette distinction, c'est vrai. Défier Dieu jusqu'au bout, c'est vrai que c'est la rébellion ultime. Voilà, c'est la rébellion ultime. Alors après, je connais pas toutes ces nuances entre satanistes et lucifériens, mais... Oui, ils ont toujours essayé de faire ça. Hein. Pour eux, le luciférianisme, c'est l'élite du satanisme, en fait. Ah, oui. C'est l'élite, c'est les intelligents, les porteurs de lumière, Lucifer. Satanisme, c'est le folklore, c'est les sorcières, les witches, la witchcraft américaine. Et eux, c'est la gnose, c'est le savoir, Mais bon, ça tient pas la route. C'est des divinités sur terre, peut-être, et encore. C'est-à-dire quand on fait un peu de métaphysique, quand on lit un peu... Les philosophes ont fait un peu de métaphysique, mais les métaphysiciens purs, on peut pas... ça n'a pas de sens. La matière, déjà... on peut pas parler de divinité avec la matière. Ça n'a pas de sens. La divinité, c'est l'éternité. C'est hors matière, hors temps, hors tout. C'est une manifestation pathétique de la matière, c'est rien du tout en fait. Donc dans les proportions, c'est pour ça qu'il faut faire de la métaphysique, c'est-à-dire être au-delà de la matière, au-delà de la physique. Donc, mais bon, ils le savent très bien. Moi, c'est pas une question de luciférianisme ou de satanisme ou quoi que ce soit. C'est une question de malédiction. Il y a un verset coranique qui explique parfaitement tout ça. Hein. Celui qui est guidé sera guidé, personne ne pourra l'égarer. Celui qui a été égaré, personne, même tous les prophètes du monde, ne pourront le guider. Il y a des gens qui sont maudits sur terre parce qu'ils ont fait de très mauvais choix, parce qu'ils se sont moqués du Créateur et qui ont une trajectoire définitive. Voilà, ils ne pourront plus sauver leur âme. Et voilà, c'est les dirigeants de ce monde, ce sont eux qui ont détruit cette planète, qui ont mis en place tout le système de destruction du commerce. Gunther Schwab en parle très très bien dans Danse avec le diable. C'est limpide. Ils ont détruit les océans, les forêts, l'agriculture, la santé, l'esprit humain avec la télé, avec la destruction de l'école, la justice. Ils ont tout corrompu. Ces gens-là, ils vont devoir le payer à un moment ou à un autre. Certainement pas sur Terre, puisqu'ils meurent tous dans leur lit bien douillés, dans leurs hôtels particuliers, hein, les Servier, les Rockefeller, les Rothschild. Mais, je suis désolé de le leur rappeler, il y aura un jugement après, et on va bien rigoler. Ça me permet de rebondir à ce que vous disiez, notamment sur la philosophie et les philosophes. On sait que Guénon, dans un de ses ouvrages, je ne me rappelle plus lequel, nous explique, je n'ai pas la citation exacte, mais que justement la philosophie, par son étymologie, veut dire l'amour de la sagesse. Donc ce n'est qu'une étape pour arriver à la sagesse. Et aujourd'hui, et c'est intéressant qu'on ait un philosophe autour de la table, c'est que les philosophes ont des raisonnements un peu abscons, tournent autour du pot, et finalement n'apportent aucune... je veux dire, ils apportent quelques éléments, on va dire, de réflexion, mais à quoi servent-ils ? Est-ce que normalement, ils ne devraient pas justement rentrer un moment sortir de cette position de philosophe et rentrer dans la métaphysique ? Et en même temps, comme dirait l'autre, si les philosophes actuels, c'est des BHL, des Finkielkraut, des Enthoven et autres Onfray, ça va être compliqué. Hein. Oui, et si eux, c'est des philosophes, est-ce que vous continuez à vous définir comme un philosophe ? Non, mais c'est vrai que
La philosophie, enfin en tout cas c'est mon point de vue, c'est comment on pourrait dire ça, une branche de la tradition primordiale. Et cette branche s'est éloignée de cette sagesse primordiale. Elle s'en est tellement éloignée que finalement, effectivement, aujourd'hui, c'est plus vraiment des chercheurs de sagesse et encore moins des maîtres de sagesse. Donc ils s'en sont tellement éloignés que c'est devenu juste des réflexions intellectuelles, des analyses intellectuelles qui ne proposent plus aucune sagesse de vie, plus aucune... et donc... non, oui, c'est vrai on peut dire qu'il y a eu une régression de la sagesse depuis la tradition primordiale. Et la philosophie est partie prenante de cette régression de la sagesse. C'est un peu paradoxal, puisque effectivement la philosophie c'est l'amour de la sagesse. Mais à force de se disputer sur des mots et des concepts, on en a oublié que la sagesse était une sagesse de vie. La sagesse de mort, ça n'existe pas. Donc la sagesse ne peut être que vivante, ne peut que se vivre, sinon ça n'a pas de sens. Une sagesse désincarnée. Et René Guénon, justement, dit, je pense que la philosophie moderne, ce qu'on appelle la philosophie moderne, c'est justement la recherche de la philosophie qui se prend pour la philosophie. Oui, une philosophie détachée des considérations vivantes, bassement vivantes, etc. Donc, pour moi, la sagesse, c'est la sagesse de la vie, c'est une sagesse vivante. Ça ne peut être que ça. Si on détache sagesse, si on sépare sagesse et vie, eh bien, on arrive à ChatGPT, on arrive à l'intelligence artificielle, et on tue le vivant, on tue le sujet humain. On transforme le sujet humain en objet. Hein. Voilà, le sujet humain devient un objet. Petit clin d'œil à Jacques Attali. Et donc, et voilà. Donc, la philosophie est responsable de cet oubli de la sagesse primordiale. Voilà. Moi, j'aimerais parler de Michel Onfray, parce que pour moi, c'est le summum de la bêtise qui puisse être atteinte. Donc c'est certainement le plus grand philosophe de France au niveau la plus grande girouette de France. Au niveau des ventes, au niveau des passages télé, bien sûr. Pour moi, c'est pas un philosophe, il sait même pas ce que c'est que la philosophie. La sagesse, le hikma en arabe, c'est éminemment, c'est quelque chose de, c'est magique en fait. C'est quelque chose qu'il faut atteindre obligatoirement. C'est les cheveux blancs, c'est l'expérience, c'est la lecture, c'est le travail, c'est l'érudition. La sagesse, c'est quelque chose. Et Michel Onfray, il a vu le Covid arriver. Il a dit que il a épousé toute la doxa, tout le discours étatique. Il nous a expliqué qu'il fallait vacciner tout le monde, sinon vous étiez des criminels. On était tous des criminels, comme les sidaïques qui couchaient sans... voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit, oui. C'est ce qu'il a dit. Et donc, Michel Onfray a peur de la mort. Quel sage a peur de la mort? C'est très juste. Et Platon disait, alors je suis obligé de rebondir, Platon disait être sage, c'est apprendre à mourir. Donc, effectivement, si on supprime la mort, comme les transhumanistes, il n'y a plus de sagesse. Et supprimer la mort, c'est l'aboutissement de la science gnostique. Voilà. La science gnostique, les transhumanistes, l'aboutissement, c'est supprimer la mort et donc supprimer la sagesse, de fait. Puisque la sagesse, c'est apprendre à mourir. Donc, c'est imparable comme raisonnement. Hein. Mais c'est parce qu'ils distinguent, pour eux, l'inverse de la vie, c'est la mort. Or que pour moi, c'est la naissance. C'est la naissance, exactement. La naissance est l'inverse de la mort, mais pas dans une vision matérielle des choses. Voilà, exactement. La vie n'est pas forcément empirique et corporelle. Et si vous voulez, je vous rajoute un truc sur Onfray pour en finir avec cette escroquerie intellectuelle. Moi, j'aurais peut-être une petite question sur Onfray après. Mais... Oui, avec plaisir. C'est la dernière sortie d'Onfray sur Sud Radio. Mais sincèrement, j'ai cru, j'en ai vu des trucs, j'en ai écouté des sottises. Mais là, il nous a parlé de science républicaine. C'est-à-dire qu'il y a une science, il y a la science,
Et tous ceux qui, les Raoult, Perron, Orion Code, de Lépine, ou moi-même, ou je ne sais pas qui d'autre, qui disent qui ne sont pas d'accord avec le discours officiel, avec le carnage officiel, avec la mortalité que l'on connaît en Occident, qui n'est pas la même dans les pays qui ne sont pas soumis à ce diktat, eh ben, il nous explique qu'en fait, il y a une science républicaine et qu'il faut la respecter. D'ailleurs, les politiciens font ça tous les jours. Mais ce n'est pas des philosophes. Mais les politiciens disent ça. Il faut rétablir l'ordre républicain. Ah bon, il y a un ordre républicain ? Il y a l'ordre tout court. On ne dit pas la médecine républicaine. On ne dit pas, je ne sais pas, ça n'a aucun sens. La science républicaine. Mais quel philosophe peut dire ça ? Moi, je pense que quand il dit science républicaine, il veut dire science laïque. Voilà. Et science laïque, c'est quoi en fait finalement ? C'est la science qui évacue l'hypothèse du divin. Bon, Platon n'a jamais évacué l'hypothèse du divin. Il l'a même intégrée dans sa philosophie. Plotin aussi. Bon, il y a des, voilà, donc c'est des, et donc la science exclusive, c'est-à-dire la science qui exclut l'hypothèse du divin, qui exclut les notions morales, etc. Est-ce que c'est encore de la science ? Parce que la science, logiquement, est ouverte, elle examine toutes les hypothèses. Hein, voilà. Bah oui, c'est ça la véritable science. Elle n'a pas de présupposés. Elle n'a pas de présupposés. Elle n'est pas exclusive a priori. Voilà. Donc cette science laïque, elle exclut a priori une hypothèse et elle décide que cette hypothèse ne vaut rien, avant même de l'avoir étudiée, etc. Et donc, donc, la science laïque est donc une science exclusive, et une science exclusive ne mérite peut-être pas ne mérite peut-être déjà plus le nom de science. Dès lors qu'elle est exclusive, elle devient dogmatique. Et une science dogmatique, est-ce que c'est encore une science ? Parce qu'une science dogmatique, peu à peu, va repousser le doute qui doute du dogme, précisément. Et donc, voilà, donc on s'éloigne de la science, quoi, finalement. Voilà. Mais le Covidisme est l'exemple parfait de ce que vous venez d'expliquer. Exactement. Le doute était criminalisé. Le doute des scientifiques, hein, des chercheurs, etc., qui se sont mis à douter de la version officielle. Voilà, c'était devenu des hérétiques. Des hérétiques de la religion, de la science laïque. Oui, voilà. Puisqu'ils ont dit qu'il faut croire en ce qu'ils appellent la science. Exactement. Qui même, d'ailleurs, ce qu'ils appellent la science est dégradé par rapport à ce que vous avez dit, Lotfi, puisque maintenant la science, c'est la corruption. Oui, mais c'est fatal. C'était déjà une forme de corruption, mais là, c'est vraiment une corruption financière. Dès lors que la science devient un culte, devient un dogme, puisqu'on est sommé de croire en la science, eh bien, c'est fatal. Quand le dogme s'installe, la corruption arrive. Enfin, on a vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, effectivement, c'est le culte de la science qui est démasqué, voilà, qui a criminalisé le doute. Il faut quand même le faire, ça, hein, qui a criminalisé le doute. Bon. Mais Michel Onfray, je lui en veux pas beaucoup, hein, parce qu'il le dit lui-même, c'est un hédoniste, c'est un osseur. Il veut jouir de ce bas monde. Il a choisi son camp. Hein. Mais il ne faut pas qu'il se dise philosophe, c'est tout. C'est pas méchant. Je lui reproche pas grand-chose, en fait, à Michel Onfray. Il est mauvais, c'est pas de sa faute. Mais il ne faut pas qu'il se dise philosophe, c'est tout. C'est un osseur, c'est un type qui veut jouir de la chair. Hein, donc il veut vendre beaucoup de livres, comme ça il fait des beaux restaurants 3 étoiles, tous au guide Michelin. Il veut se faire beaucoup de femmes, D'ailleurs, c'est un polygame. Il l'a dit. Il avait une femme, une autre femme. C'est rigolo, lui qui aime tant l'islam. C'est rigolo. C'est comme Zemmour, d'ailleurs. Ils sont géniaux, tous. Hein. Moi qui suis musulman, qui ne suis pas polygame. C'est à mourir de rire, tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas méchant. Mais on ne peut pas être noceur, hédoniste et philosophe. C'est contradictoire. Et aussi, au passage, on ne peut pas prendre un livre tous les 6 mois. Pas sérieux, t'as pas assez réfléchi. Pourtant, il a dit qu'il avait lu toutes les hadiths et tout le Coran. J'y crois. J'avais fait une vidéo en répertoriant des erreurs, mais extrêmement grossières. Qu'un gamin de 5 ans musulman ne ferait pas. C'est horrible. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens, quand ils l'écoutent, ils présentent bien avec ses petites lunettes, il fait un télo. C'est comme BHL, il parle bien.
avec ses petites chemises à 300 balles, il adore faire ses petites gestuelles avec les doigts. Oui, il y a tout un décorum qui séduit le petit bourgeois, qui séduit le petit pharmacien, le petit dentiste, le petit architecte, qui se croit intelligent en écoutant ce clown. Je sais pas comment ils y arrivent, quoi. Et si jamais Michel Onfray ou BHL entendent cette émission, nous les invitons volontiers à venir parler à ces micros, à s'exprimer avec plaisir chez Artemus. Ils sont les bienvenus. Ou des admirateurs de Michel Onfray et de BHL, qui leur passent le message. Ouais, étant donné qu'il dit beaucoup de choses, des fois il est dans le vrai quand même. Oui, une horloge donne le... Voilà, c'est ça. Non, mais pour Michel Onfray, on peut dire que l'hédonisme, l'épicurisme, c'est un point de vue philosophique finalement, l'épicurisme. Épicure était un philosophe grec. En tout cas, on étudie Épicure, on étudie la sagesse, mais c'est un point de vue. Voilà. Le bonheur est dans le plaisir des sens. Voilà. Plaisir des sens. Excuse-moi, donc c'est un point de vue pour moi. Oui. Il y a d'autres points de vue. Moi, j'adore la vie. Hein. Oui. je me régale. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Libertinus? Libertinus. Oui, rapport à Michel Onfray. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein. Le plaisir de la chair, on aime ça. On aime faire des bons gueuletons. On aime faire... J'ai mangé des trucs, je te garantis qu'il ne les a pas mangés Michel Onfray. Il ne les mangera pas, même dans les meilleurs restaurants. Hein, des agneaux de Djelfa en Algérie qui ont mangé toute leur vie du cheikh et c'est de la viande, mais c'est extraordinaire, du miel. Enfin, j'ai mangé des trucs, je pense que peu de gens ont réussi à bouffer des trucs aussi délicieux. Les légumes, les fruits, pareil en Algérie, qui n'existent plus malheureusement, qui n'ont aucun goût. C'est pas un souci. La bonne musique, j'ai fait quasiment tous les grands musées du monde, toutes les plus belles cathédrales. Je les ai visitées, j'ai fait beaucoup les plus belles mosquées. On adore ça, c'est pas un problème. Oui. Mais c'est pas le sens de la vie. Oui, moi, le virus, il va pas me terroriser. Je vais pas ne plus parler à ma famille parce que monsieur ne met pas le masque ou parce qu'il s'est pas fait vacciner. Justement, la différence, c'est complètement fou. Voilà, la différence, c'est que Épicure ne craignait pas la mort. Enfin, il ne me semble pas. Hein. Épicure ne craignait pas la mort. Michel Onfray nous a montré qu'il était terrorisé par la mort. Donc, Alain Badiou aussi, hein, entre parenthèses. Donc, les philosophes de l'Antiquité, les présocratiques, ne craignaient pas la mort. Voilà, ils ne craignaient pas la mort. Et donc, c'est ce qui faisait leur sagesse, précisément. Et donc, un épicurien, comme prétend l'être Onfray, un épicurien hédoniste, qui craint la mort, vous voyez, c'est pas exactement pareil. Donc, je me suis trompé tout à l'heure en disant qu'Onfray c'était le plus grand philosophe français. Oui, c'est vrai en France hexagonale, mais le plus grand c'est Badiou. Hein. Il est traduit, je ne sais pas combien de langues. Le plus grand philosophe, le plus étudié dans les universités, c'est Alain Badiou. Et Mehdi Belhadj-Kassem a écrit un livre que nous éditons justement, Mausolée des intellectuels, où on a vu Alain Badiou. Enfin, je sais pas, c'est plus les couches Pampers, c'est les couches Badiou. Hein. Être en panique face à la mort, c'est pas très philosophique. C'est pas du tout philosophique. Je me demandais, j'avais une question anecdotique à propos de Badiou adressée à l'autre fille, Adjat. Il a apprécié ou noté, il a permis que votre mémoire de doctorat de DEA voilà. Obtienne une mention très bien. Et alors, je n'ai pas lu Badiou et je pense que je le lirai jamais, je le connais pas indirectement, mais je me demande ce qu'il a pu apprécier dans votre travail. Alors là, on va rentrer dans des considérations un peu philosophiques, mais effectivement, donc j'ai fait mon mémoire de DEA avec Alain Badiou comme directeur de recherche, et ma foi, il appréciait mes idées assez originales, etc. Il me disait même d'être plus radical. Bon, alors évidemment, lui c'est un marxiste, bon. Et donc, ce qu'il appréciait, c'est que je proposais une nouvelle comment dire, selon ses mots, hein, que je sais plus comment il a tourné ça, que je rénovais la catégorie de l'expérience. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de résumer, mais dans ce mémoire, je considérais que justement la pensée rationnelle, hein,
la pensée rationnelle n'est peut-être pas émancipatrice, comme on le disait au XVIIIe siècle, etc., etc. La pensée rationnelle n'est peut-être pas émancipatrice. Et donc, j'ai fait ce mémoire pour dire que cette pensée rationnelle, au fond, elle a une logique sécuritaire. Voilà. La logique profonde de la rationalité, c'est une logique sécuritaire. C'était ma thèse. Bon. Et puisque c'est une logique sécuritaire, elle va donc nous aliéner à la sécurité, etc. Et donc, c'est une aliénation qui évidemment fait un lien avec la peur de la mort, évidemment. Voilà. Donc, je proposais, justement, une pensée émancipatrice. Puisque la pensée rationnelle ne nous émancipe pas, finalement, je proposais, de manière très orgueilleuse, une pensée émancipatrice. Une pensée poétique, précisément. Et donc, ça lui avait plu. Donc, voilà, il m'a mis en son très bien. Mais... Et ensuite, finalement, cette critique de la rationalité s'est révélée juste ensuite. Je disais dans mon mémoire et dans mon doctorat ensuite que cette rationalité était devenue un dogme exclusif. Je disais ça en 2004-2005 déjà. Et c'est ce qui s'est révélé ensuite avec le Covid. La science est devenue un dogme, un culte exclusif qui fait de l'inquisition, enfin bref. J'ai une question un peu provocatrice par rapport à... Avant, je peux juste un truc. Oui, vas-y. Juste un truc. Hein. Moi, je pense que les Onfray ou les Badiou, ils sont d'accord avec nous. Hein. Moi, je pense que c'est la peur, panique, qui les fait déraper. Mais je pense qu'ils sont d'accord. Badiou est d'accord avec lui, c'était une évidence. Mais le jour J, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont courageux en théorie, mais le jour J, devant le fait accompli, devant la guillotine, devant la corde, eh ben, il n'y a plus personne. Il y a très peu de gens qui passent aux travaux pratiques. Donc, voilà. Moi, je dirais qu'il y aurait peut-être une cataracte mentale qui fait qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec vous. Je le verrais plutôt comme ça. Non, mais il a dit qu'il était d'accord avec lui, il lui a mis mention. Oui, mais il lui a donné raison par le mauvais côté ces derniers temps. Donc, c'était le. En théorie, je ne sais pas si, oui, c'est ça, je sais pas s'il imagine la direction vers laquelle vous alliez vraiment, en fait. Bon, après, donc j'ai fait doctorat et ensuite j'ai écrit mes livres, etc. Mais en tout cas, pour ce mémoire de DEA, effectivement, et s'il m'a mis mention très bien, c'est que pour lui, ça a de la valeur. Enfin, il me semble. Hein. Donc après, alors, cataracte mentale, je dirais plutôt cataracte morale, plus précisément. On n'empêche pas l'autre. Voilà. J'ai été empêché dans ma question provocatrice, donc je vais la poser. Tu peux la refaire, vas-y. Non, c'était juste, vous dites que justement c'est l'originalité de votre travail qui critiquait la rationalité, oui, qui vous a valu une mention très bien de Badiou. Mais finalement, c'est très peu original parce qu'il me semble que Guénon en parle déjà, qu'on en parle déjà à l'avance. Enfin, oui, Nietzsche aussi. Donc, bien sûr, oui. Mais là, je proposais une pensée émancipatrice. Okay. Et je disais que cette rationalité était finalement sécuritaire et qu'elle nous menait à une aliénation sans issue. Donc, voilà. Mais c'est le discours de tous nos gouvernants. Hein. C'est la sécurité. Patriot Act, c'est toutes les libertés qui s'écroulent. C'est vraiment le discours quotidien des gouvernants. Ça concerne tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous avez raté un virage, là. C'est notre vie de tous les jours. Il faut nous sauver du virus, la sécurité de tout. C'est la peur de la mort, finalement, voilà. qui fonde cette logique sécuritaire, cette rationalité. C'est la peur de la mort, le climatisme. C'est aussi simple que ça. Finalement, si on y réfléchit, il faut être pessimiste, en fait, pour être réaliste. Parce que le mal, en fait, c'est un chemin qui est simple. C'est vraiment simple de faire le mal. Faire le bien, construire, c'est quelque chose de compliqué. Toujours. Donc, est-ce qu'il y a encore une confiance possible dans la masse, en fait, dans la masse de l'humain? Parce qu'il va toujours il va toujours prendre le côté facile, le côté du mal. Et on le remarque à travers nos élites, même si moi je les qualifierais de contre-élites. Comment vous voyez la chose? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose des masses, réellement? Dit comme ça, non. Relire Il repose la question. Relire Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Mais c'est pas les masses qui dirigent la science, c'est les élites. Donc c'est pas un souci.
Les masses, elles suivent leurs élites. Mais les masses peuvent provoquer des déstabilisations. Bien sûr. Peuvent, en Algérie, par exemple. Exactement. Les masses peuvent commencer un travail. Moi, je fais beaucoup confiance aux masses parce qu'il y a une sagesse populaire, parce qu'il y a c'est elles qui travaillent, c'est elles qui créent la richesse. Il faut leur rendre ce droit-là. Et c'est elles le réel, hein. Ce n'est pas les élites. Maintenant, en tant que traditionnaliste, il y a une hiérarchie à respecter, c'est impératif, c'est comme ça, on n'est pas tous égaux. C'est le savant le sage. C'est le sage qui doit veiller au bien de la communauté. Il a une responsabilité phénoménale. Il gâche toute sa vie à veiller sur les autres, au lieu de s'amuser. Sacrifier sa vie pour la sagesse. Il sacrifie sa vie totale, parce que dès qu'il y a un problème, on va le voir, dans les villages, etc. Tous les conflits familiaux, de voisinage, c'est eux qu'on voit, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, alors qu'il pourrait se reposer tranquillou chez lui, hein, profiter de ses enfants. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, et il faut revenir à ce fonctionnement traditionnel. Je pense que les gens le savent. On n'a pas besoin de 100% des gens. Je pense que 20% des gens suffisent à faire des merveilles, parce que les autres sont des suiveurs. Oui. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi, il va faire n'importe quoi et même pire que vous. Si vous faites le bien, il va faire le bien mieux que vous. Parce qu'il y a cette compétition, parce qu'il veut avoir sa maison, son jardin plus joli que le vôtre. Vous voyez, c'est toujours ça. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais l'objectif reste quand même, je pense, hein, que le plus important, c'est l'école, en fait, hein. C'est l'école. L'école. L'instruction. Oui, qu'est-ce qu'on va instruire dans l'école? C'est ça la question. L'école, c'est des murs et des chaises. Mais qu'est-ce qu'on va y instruire? Il faut instruire à l'école le modèle traditionnel. Voilà. Moi, je pense qu'une société, je vais être méchant, hein, je vais être clair, une société déspiritualisée, elle est foutue. Elle est cuite. Une société déspiritualisée, elle est cuite. C'est comme si vous attachez quelqu'un, vous lui attachez les mains et les pieds et que vous le jetez à la mer et vous lui dites vas-y, nage maintenant. C'est ça, la vie, c'est la mer, et le type, vous le bâillonnez. Et c'est foutu, c'est foutu. Après, bon, chacun il fait ce qu'il veut, chacun ils font. Mais le projet global de société, il n'est pas viable, hein. Et d'ailleurs, on le voit. Je suis désolé, on a des sociétés, des civilisations qui ont duré 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, qui sont toujours là. L'Inde, la Chine, etc. La société occidentale, elle a 2 siècles. Et elle est déjà en train de mourir. Et attention, ces 2 siècles qu'elle a survécu, c'est grâce à la tradition, hein. C'est la dernière baraka de la tradition. Sinon, elle serait effondrée depuis longtemps. C'est que des guerres. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. À chaque fois, c'est de plus en plus de technologie criminelle. Maintenant, tu appuies un bouton, tu tues 2 millions de personnes d'un coup. Avant de tuer 2 millions de personnes, il fallait lever une armée de 5 millions, hein. C'était compliqué avant de faire ça. Maintenant, avec un bouton, tu tues, tu empoisonnes, des virus bactériologiques, des trucs. C'est quoi cette société? C'est pas une société, c'est un suicide collectif. On est étonné qu'elle tienne encore. Exact. Elle tient pas. Elle tient pas. Plus grosse consommation d'antidépresseurs, des suicides. Il y a plus de suicides en Occident, pays ultra riches, que dans les pays pauvres. C'est pas sérieux, il y a quelque chose qui cloche. Mais il n'y a pas un paradoxe dans tout ça, puisque comme ce système est en train de s'écrouler et que vous-même faites un travail de réinformation par des livres ou par des vidéos, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le laisser aller à la chute? Mais en même temps, est-ce qu'il faut réveiller les gens pour que la chute ne soit pas trop lourde? Comment ça se passe? Comment vous vous situez là-dedans, tous les deux? Effectivement, la chute est inexorable. Voilà, la chute est inexorable. Selon moi, hein. Alors évidemment, après, il s'agit de savoir ce qu'on fait. Je veux dire, individuellement, pour notre famille, etc. Donc, est-ce qu'on suit le chemin de la chute, hein, ou est-ce qu'on essaie de se prémunir, d'aller vers une autre direction, etc. C'est un choix fatidique, là. Donc, effectivement, ce choix, il doit être éclairé, et c'est modestement ce qu'on essaie de faire, éclairer le choix qu'on devra faire de toutes les façons. Voilà. C'est pour l'individuel. Moi, je sais que je vais mourir. Je le sais que je vais mourir. Donc, à quoi ça sert de faire tout ce qu'on fait?
Ben non, je vais mourir je sais pas quand, mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est cette même réflexion qui s'impose à la société. Maintenant, moi je l'ai dit ces derniers temps à plusieurs reprises. Moi, dans le Coran, il y a un verset que je trouve c'est le plus important, en dehors du culte, hein, en dehors de l'unicité, en dehors des grands principes cultuels. Mais ça, c'est rien du tout, ça. Tu l'acceptes, c'est fait, c'est intellectuel, c'est un travail intellectuel qui te prend 2 minutes. Dieu est unique, ok, bon, ok. Et après, il faut vivre, hein. Et qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu, le Seigneur? Il nous dit, fais le bien et blâme le mal. Voilà, c'est l'ordre qui revient tout le temps, tout le temps. Donc fais le bien et blâme le mal, c'est ta mission sur Terre. Donc faire le bien, c'est facile de faire le bien. Blâmer le mal, déjà tu prends des risques. Parce que le mec qui fait le mal, déjà il veut pas que tu l'embêtes, il veut continuer à voler tranquillement parce que c'est facile, donc tu prends des risques. Ben, il va les prendre ces risques, c'est pas grave. Il faut, de toute façon, s'il vole quelqu'un aujourd'hui, demain il te volera toi. Donc si tu es intelligent un tout petit peu, empêche-le de continuer, c'est complètement stupide. Aujourd'hui il viole la fille du voisin, demain ça sera ta fille. Donc empêche-le, il ne faut pas être débile à ce point. Donc obligatoirement, déjà c'est une question de survie. Donc faire le bien, blâmer le mal, je pense que c'est une obligation morale, religieuse, éthique, tout ce que vous voudrez, qui me paraît essentiel à ma dignité d'être humain. Et puis voilà, c'est tout. Après, on ne se pose pas de questions, on fait ce qu'il y a à faire. Hein. On ne se pose pas de questions. Moi, je ne me pose pas de questions. Et la ruse de l'adversaire, c'est de dire justement qu'il y a un relativisme moral. C'est-à-dire ce qui est bien dans une région du monde peut être mal dans une autre région et inversement. Et donc c'est ce relativisme moral qui perturbe les consciences. Très intéressant ça. Et donc on vous dit, ouais, bon, le bien et le mal, c'est relatif finalement. Hein, voilà. C'est relatif non seulement à chaque culture, mais à chaque individu aussi. Donc c'est extrêmement relatif. À chaque époque. Donc en fait, on dilue cette intuition du bien et cette intuition du mal, on la dilue dans toutes ces considérations sociologiques, anthropologiques, en disant, voilà, il y a un relativisme moral et ne pas le reconnaître, c'est être superstitieux, c'est être, etc., etc. Et donc, effectivement, ce relativisme moral nous conduit à une espèce de nihilisme. Et donc, alors je sais, j'ai perdu le fil de ma pensée. Si tu permets, ce relativisme moral est parallèle à un autre relativisme, c'est celui de la vérité. Oui. C'est votre vérité. Oui. Ça, c'est génial. Ça, c'est sur les plateaux télé. Hein. C'est sur les plateaux télé. Quand tu arrives au tribunal, il n'y a qu'une vérité. Tu le sais que je suis passé souvent au tribunal, dans les tribunaux pour les histoires de diffamation, des procédures, et je suis de très près plein d'affaires judiciaires, politiques, etc. Le juge, il cherche la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. Oui. S'il y a plusieurs vérités, tu fermes les tribunaux. Hein. La manifestation de la vérité. La manifestation de... Comment on dit ? La vérité. Oui. Pas des vérités. De la vérité. Parce que là, il y a deux vérités en fait qui s'affrontent. Il y a la vérité vraie, et il y a la vérité du méchant qui est en train d'essayer d'entourlouper tout le monde pour pas aller en prison. Alors lui, il va te raconter des bobards. Mais toi, tu vas essayer de démontrer que c'est des bobards. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des preuves. Tu as des constats d'huissier, tu as des témoignages sous serment. Parce que vous savez que le prévenu en France, il a le droit de mentir, hein, mais pas les témoins. C'est une curiosité. Alors qu'aux États-Unis, le prévenu n'a pas le droit de mentir, il se parjure. Et ça aggrave sa peine. Mais bon, c'est comme ça. C'est une spécificité française. J'imagine que c'est la même chose en Belgique. Mais bon. Donc, et ça, c'est très extraordinairement malsain et fou, complètement fou, de faire croire qu'il y a plusieurs vérités. C'est du même sujet, attention. Hein, du même sujet. Après, on peut avoir différents avis. Là, je suis d'accord, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Et là, 1000 fois d'accord. Et c'est une vérité, d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut est une vérité. Mais on ne peut pas venir à tout bout de champ et dire oui, c'est votre vérité. Non, un tel a fait ci, a fait ça, il a pillé, il a volé. Les banksters dirigent le monde, c'est pas ma vérité. C'est le réel. Voilà. Et ça, c'est une des stratégies les plus violentes, les plus pernicieuses, insidieuses pour faire perdre le Nord. Justement, quand on est en train de dire que la vérité est multiple, hein, qu'il y a plusieurs vérités, qu'il n'y en a pas qu'une seule, etc.,
cette vérité, cette vision des choses revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sépare donc la sagesse de la vie, et on dit que la sagesse est autonome, voilà, qu'elle n'est plus reliée à la vie, à tout ce qui fait la vie, enfin les relations avec nos semblables, les relations morales, etc., etc. Donc on se sépare de cette réalité humaine, et on dit que on va étudier la sagesse indépendamment de la vie. Et bien, faire ça nous conduit à ne plus avoir l'intuition non seulement de la vie, mais de la vérité aussi. Et donc, on en arrive à élaborer des hypothèses, à échafauder plein de choses, et on en arrive à dire que finalement, la vérité est multiple, on ne sait pas, c'est réfutable. Karl Popper disait une vérité des scientifiques que si elle est réfutable. Donc, il avoue qu'il n'y a pas de vérité définitive, qu'il n'y a pas de vérité du tout. Donc, il n'y a pas de vérité, mais il y a des vérités qui s'affrontent, qui se réfutent, etc. Et c'est donc la science moderne. Et effectivement, donc, dire qu'il y a plusieurs vérités, on en arrive à dire ensuite qu'il y a plusieurs notions du bien, que le bien est relatif, etc. Tout ça est très lié, finalement. Je rappelle aux auditeurs que en arabe on dit le haq, et le haq est un nom de Dieu, donc c'est un concept, la vérité est un attribut divin. C'est un attribut divin et un concept divin. Donc il y a effectivement, en tant qu'être humain, on ne peut jamais atteindre Dieu, mais on peut s'y approcher. Voilà. Et le jugement dernier, on l'appelle Dar al-Haq. C'est le jugement de la vérité finale et de la justice. C'est l'objectif en fait de tout. Hein. C'est pour ça que moi je trouve que c'est notre meilleur allié, c'est ça, parce qu'on touche à l'âme humaine. On peut choper quelqu'un qui a été corrompu par les mensonges, pas corrompu dans le sens lui il est corrompu, mais il a été souillé par des mensonges pendant 20 ans, 30 ans. Il suffit de lui balancer une vérité qui le touche, ça le nettoie. Ça le décrasse de 30 ans de mensonges. Et il voit la lumière, il voit le truc, il dit. Parce qu'il le ressent dans son âme. C'est électrique, c'est énergétique, c'est un truc indescriptible. Et c'est ça qui fait sortir les gens de leur paradigme. Alors que sortir d'un paradigme, c'est la chose la plus énergivore, la plus folle qui puisse exister. Hein. Parce que, justement, c'est combattre c'est humilier son ego, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est notre plus belle arme. C'est dire les choses comme elles sont, c'est dire cette vérité. Ça change le monde, mais vraiment. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'une vérité ne puisse pas être définitive. Parce que c'est quand même le point de vue de la science aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité définitive. Les vérités scientifiques sont réfutables. Voilà. Et si elles ne sont pas réfutables, ce n'est pas des vérités scientifiques. Donc, dire qu'il n'y a pas de vérité définitive, c'est dire qu'il n'y a pas de vérité du tout. Ben oui. Une vérité est forcément définitive. Si elle n'est pas définitive, est-ce qu'on peut encore dire que c'est une vérité ? Ça me paraît très contradictoire, tout ça. Donc, une vérité est forcément définitive. Si elle est contredite, elle n'est pas vérité, elle n'est plus vérité. Donc la vérité est forcément définitive. Et voilà. Donc, à ne pas confondre avec les théories. Hein. Au niveau de la science médicale, par exemple, il n'y a pas de vérité. Oui. Parce qu'on essaie de comprendre la maladie, des fois on confond la symptomatologie et l'étiologie, etc. Mais des fois, on a le traitement. L'hypertension, diurétique, point. Le diabète, insuline, point. Voilà, on a le traitement, c'est une vérité. On ne va pas venir dire... Une vérité contextuelle. Voilà, ça soigne. Ça a permis aux gens de vivre 50 ans. C'est réel, ça fonctionne comme ça, la physiologie, le pancréas, tout ça, c'est carré, quoi. Et donc, même les sciences humaines ont leur vérité. Il y a des vérités, mais il y a des choses où tu continues de chercher. Mais peut-être tu n'atteindras pas de ton vivant la vérité. Parce que tu n'as pas les machines pour voir, parce que tu es pas assez intelligent. Parce qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne faire ce travail avec un autre contexte, avec un autre vécu, pour voir ce que toi, tu ne pouvais pas voir. Mais sinon, c'est atteignable, sans problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui nous en empêche ?
Eh bien, je pense qu'on va conclure. Je pense qu'il faut dire la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Et ce sera bénéfique pour tout le monde, pour l'humanité. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion avant que je dise au revoir à nos auditeurs. C'est pas obligé. Hein. Bah déjà, merci de votre invitation. Merci infiniment. Moi, je suis pour résumer mon positionnement, pour résumer tout mon travail, moi, je suis pour l'instruction, l'information, la diffusion de l'information, voilà, et faire ce travail qui n'est plus fait par une entreprise d'abrutissement des masses, d'amusement généralisé qui rend les gens vraiment stupides. Donc nous, on fait un travail d'information, de réinformation, d'éducation. D'éducation, c'est prétentieux, mais d'instruction des masses. Les gens sont censés être éduqués chez eux par leurs parents. Mais voilà, et après, chacun il fait ce qu'il veut. Je pense qu'on n'a pas parlé d'un concept capital qui est le libre arbitre, c'est quand même le plus important. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son être, de son passage terrestre. Nous, on est là pour essayer de rappeler certaines réalités, certains grands axes, c'est des fondamentaux que les gens ignorent. Et après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent, ils jettent ce qu'ils veulent. Et puis voilà, de toute façon, c'est une petite expérience. Il ne faut pas prendre tout ça très au sérieux, même si c'est très sérieux. Parce qu'il s'agit de vie humaine. Mais ce n'est pas la fin. Bien au contraire. C'est le début de quelque chose de sublimissime qui sera la proximité ou non du créateur. C'est ça, en fait, l'objectif final. Et après, voilà, donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, non, je dirais que tant qu'on est vivant, on a toujours l'espoir d'une lueur de perspective, d'une lueur de... Donc, il faut absolument rester vivant. Voilà. Même si la situation est épouvantable, parce que forcément, comment dire, effectivement, on a l'impression aujourd'hui que la vie n'a plus aucune valeur et que rester en vie ou pas, finalement, l'euthanasie, etc. Il y a même une femme qui disait j'ai tout vécu, donc voilà, je quitte. J'ai tout vécu, donc je quitte cette vie. Donc, je pense que il faut absolument rester vivant envers et contre tout, parce que des lueurs d'espoir peuvent arriver. Je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir tant qu'on est vivant, en tout cas. Et voilà, bah écoutez. C'est très bien, c'est très bien. Je rappelle quand même que nos auditeurs sont tous les deux édités aux éditions Fiat Lux. Donc Salim parlait d'instruction, commencez par là. Merci à vous d'être venus, merci de nous avoir fait l'honneur de venir autour de cette table. Écoutez, pour les prochains sujets, libre arbitre, peut-être de stoïcisme, pourquoi pas. C'est ça pour une prochaine fois. On vous réinvitera avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. Mes chers chroniqueurs, merci pour vos questions. Et chers auditeurs, on se revoit très bientôt pour une prochaine émission du Monde d'à peu près. Au revoir à tous.